Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'information La Totale dimanche. Au sommaire de ce magazine, le Sénégal endeuille ce dimanche 39 morts et plusieurs blessés. C'est le dernier bilan officiel du terrible accident survenu dans la nuit du samedi à dimanche sur la route de Kaffrine. Précisément à 6 kilos, un bus qui avait quitté Dakar est entré en collision avec un autre qui venait de Kédougou. Le président de la République, Macky Sall, dans un tweet, a déjà décrété un deuil de 3 jours à compter du 9 janvier. Un conseil interministériel est également prévu à la même date pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs. On en parle tout à l'heure. Et dans Coin Éco, productions agricoles, les derniers indicateurs montrent des signes de vitalité accrue. 3,5 millions de céréales, 1,5 million arachides et produits horticoles, des chiffres donnés par le président de la République. Quel scénario se dessine pour le futur de notre agriculture? À suivre dans Coin Éco tout à l'heure. Et dans Bouillon Culture, l'audience accordée à des rappeurs au Palais, quelle position dans le mouvement hip-hop? Réponse à suivre dans un instant avec Aïssa Toukan dans Bouillon Culture. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité, c'est ce terrible accident qui a endeuillé le Sénégal ce dimanche et chaque année, environ 600 Sénégalais perdent la vie sur les routes. Les 39 morts enregistrés hier nuit sur l'axe Kaffrine-Tambacounda reposent une fois de plus sur la lancinante question de la sécurité sur nos routes. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence des accidents mortels dans notre pays? Quelques éléments de réponse dans ce dossier d'enquête du lundi signé Younoussa Gueye. Morbide, vingtaine de morts et 90 autres. Fou a violemment heurté des piétons qui tentaient de traverser la route. L'accident s'est produit. 17 morts sur nos routes en moins de 24 heures. La série noire Au pays de la Teranga, les routes tuent plus que le cancer, plus même que le coronavirus. Les chiffres font froid au dos. Plus de 600 morts enregistrés chaque année, 80% provoqués par une négligence humaine, selon l'analyse d'experts en sécurité routière. En 2022, la courbe de morts par accident a pied sur l'accélérateur. Plus de 20 morts enregistrés en 48 heures. C'est une question assez complexe à traiter parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, notamment le nombre de policiers déployés sur les axes routiers, sur les différents axes routiers, la relation aussi que ces agents de police ont avec les différents chauffeurs, les différents conducteurs. Donc c'est un peu complexe. Mais en 2020, le 31 décembre 2020, si vous vous rappelez bien, le président de la République, dans son grand entretien accordé à la presse au Palais, avait dit que 700 Sénégalais perdaient la vie sur des accidents routiers chaque année au Sénégal. C'est le président de la République qui parle. Le compteur explose, transporteurs et particuliers se renvoient la balle. La responsabilité de l'État est interpellée. Beaucoup d'accidents sont causés par des chauffeurs professionnels qui n'ont aucune formation en théorie, c'est-à-dire le volet code de la route qui nous donne toutes les assurances pour bien nous comporter dans la circulation. Je pense que c'est la cause fondamentale des accidents. Ce directeur d'auto-école trouvé sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor en pleine séance de formation. La circulation est un espace de communication sans parole. Tu n'as pas besoin de dire du haut de ses 30 années d'expérience, s'érige en bouclier contre ce qui désigne la mauvaise qualité de la formation délivrée par les auto-écoles comme facteur explicatif de la recrudescence des accidents. Rectificatif pour rectificatif, ceux qui sont formés sur ce terrain, là où nous sommes présentement, ils ne sont jamais impliqués dans des cas d'accident. Tous les cas d'accident dénombrés dans ce pays sont à l'actif des conducteurs professionnels qui ne connaissent même pas la direction ni l'établissement auto-école. Ce n'est pas parfait, tout n'est pas clean. Donc je ne vais pas me targuer de dire que voilà, les auto-écoles forment à 100% d'une manière positive. Non, il y a des lacunes, il y a des déchets
Et il y a des travers dans les auto-écoles. Ça, je le reconnais. Pour sécuriser le circuit de délivrance de ce diplôme, l'expert en sécurité routière propose l'utilisation des langues locales. Il faut une ferme volonté. Pourquoi cette ferme volonté? Faisons appliquer ce qu'on appelle l'application audiovisuelle. C'est quoi l'application audiovisuelle? Permettre aux Sénégalais de passer la théorie avec sa langue maternelle, lui permettre d'avoir haut la main son permis de conduire. Et ceci, si on arrive à le réussir, pourra d'une manière globale enlever toutes les équivoques qui tournent autour de la procédure du permis de conduire. Face aux échecs des programmes de sensibilisation, l'État du Sénégal compte jouer sa dernière carte contre ce phénomène. C'est celle des permis à points. En attendant son application, cette loi, votée à l'Assemblée nationale, suscite déjà beaucoup d'espoir. Le permis à points peut être une solution. Le permis à points, je dirais que c'est devenu une demande sociale. Si on n'arrive pas, à partir de la sensibilisation, à partir de la formation, essayer de régler le problème de l'insécurité routière, mais c'est normal qu'il y ait des sanctions. On ne peut pas parler d'autres sanctions plus efficientes que la sanction imposée par le permis à points. L'état des routes, la formation, le contrôle, bref, chaque maillon de la chaîne de transport présente au regard de la recrudescence des accidents, des dysfonctionnements qu'il faut corriger en urgence. Voilà, vous venez de le voir, la série sans fin donc de ces accidents tragiques qui se poursuit et ce matin le bilan officiel de l'accident survenu à Kaffrine, 139 victimes dont 39 corps sans vie, 39 décès, 38 blessés graves et 49 légers. Un bilan très lourd, le bilan le plus lourd jamais enregistré dans un accident de la route au Sénégal, un deuil national de 3 jours décrété par le chef de l'État Macky Sall, également un conseil interministériel prévu ce 9 janvier pour des mesures fortes prévues. Et nous reparlons de cette tragédie, l'actualité oblige, donc avec le journaliste Mademba Ramatadia sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Dia, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Awa Diop, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de ITV et des plateformes qui vous suivent. Voilà, merci. C'est donc un réveil douloureux que nous partageons tous ce matin avec cet accident, avec un bilan très lourd de 39 morts officiellement, un sentiment que nous partageons tous. Bon, les Sénégalais se sont réveillés aujourd'hui dans l'émoi et la consternation parce que se réveiller et apprendre qu'il y a eu un accident qui a fauché à peu près 40 âmes. Donc ça veut dire que c'est douloureux et c'est malheureux aussi. Maintenant, par rapport à ça, il y a le président de la République qui est actuellement à Kaffrine, qui a eu au préalable à décréter un deuil national et a prévu un conseil interministériel sur les accidents qui se tiendra demain. Maintenant, que dire de cela? C'est des mesures qu'il a prises, mais qu'est-ce qu'on va dire de plus dans ce conseil interministériel? Qu'est-ce qu'on va dire qui n'a pas été dit au Sénégal? Parce que si on interroge l'histoire récente, on se rend compte au mois de septembre dernier, après une série d'accidents, le ministre Mansour Faye avait déclaré qu'on allait prendre des mesures très corsées pour régler tout ça, ce qui n'a pas été fait. Ensuite, on se rappelle aussi, avant même Mansour Faye, il y a eu Abdoulaye Daouda Diallo qui a été ministre des infrastructures, qui a eu, après une série d'accidents mortels, a eu à prendre des mesures. On a appelé ça à l'époque les 10 commandements. Il y a eu 10 mesures qui ont été prises par le gouvernement du Sénégal pour mais réduire de manière substantielle les accidents mortels. Mais depuis lors, on s'est rendu compte que c'est des mesures qui ont eu un effet d'annonce, mais leur concrétisation n'a pas eu lieu. Bon, je vais vous en donner un ou deux exemples. L'exemple le plus patent, c'est l'obligation de porter des casques pour tous les conducteurs de véhicules à 2 roues.
Tout cela entre dans le cadre des comportements de tous les jours que nous avons, nous usagers des routes. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui un changement radical des comportements accompagné par ces mesures que vous venez de dire, faire revenir la tolérance zéro sur nos routes en matière des comportements que nous avons? Bon, c'est regrettable de le dire, mais le premier citoyen au Sénégal s'appelle indiscipliné. Parce que c'est un pays bizarre. Voilà un pays où tous les gens refusent l'ordre établi. Et sans coup furieux, parce qu'il n'y a ni contrôle ni sanction. Quand il n'y a pas de contrôle et qu'il n'y a pas de sanction, c'est l'anarchie qui s'installe. Vous voyez, il nous est difficile même de respecter une queue dans une banque ou dans un établissement public. Vous voyez quelqu'un transformer le mur d'un paisible citoyen en Vespasienne, en urinoir. Vous voyez aussi les marchands ambulants qui occupent la chaussée au risque de leur vie. Et tout ça, même des autorités qui brûlent le feu rouge. Donc tout ça, c'est de l'inconscience ordinaire. Mais quand il n'y a pas une autorité pour réguler tout ça ou bien pour sévir, voilà ce que ça donne. Donc il appartient à l'État de faire en sorte que ce pays-là soit normé. C'est un pays où la normalité est la norme. Donc il y a une crise d'autorité réelle. Et sur ce risque précis, il y a lieu d'interpeller l'État parce qu'on va faire encore des annonces sans effet, sans suivi. Et sans revue. Bon, c'est une république de citoyens démotifs. On s'émeut pour un temps, vous vous rappelez l'affaire du bateau Le Joola et le drame aussi des 11 morts de bébés. Donc ensuite le stade Demba Diop là qui s'était écroulé, un pan du stade. Donc on s'est ému, on s'est quelques jours après, mais on revient. C'est pas normal qu'on voit des véhicules qui sont des cercueils roulants passer sous l'œil de forces de l'ordre sans aucune réaction. Donc ça veut dire que ce pays-là est un pays qui traverse une phase vraiment critique de son histoire et il y a lieu de remettre de l'ordre dans la cité. Remettre de l'ordre, c'est donc toute une chaîne de responsabilités et le premier responsable, vous venez de le souligner, c'est l'État. L'État doit sanctionner, l'État doit sévir. Certes, nous sommes un pays, vous venez de le souligner, qui ne respecte pas les mesures, qui ne respecte pas l'ordre donné. Mais aujourd'hui aussi, le constat est que les routes nationales, beaucoup d'internautes l'ont souligné sur les réseaux sociaux, les routes nationales sont des routes très souvent à moins de 2 voies et quand il y a ce genre d'accident, les chauffeurs n'ont pas assez de marge de manœuvre pour pouvoir contourner, aller dans un autre sens. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu réfléchir? Il y a des infrastructures, il y a des routes, beaucoup de routes, mais élargir ces routes-là, poser des routes à 3-4 voies pour éviter ce genre de tragédie. En tout cas, la population a cru de manière extraordinaire. Le boom démographique est là. Donc, il faudrait prévoir tout ça et faire en sorte que nous soyons dans des... J'ai entendu le président de la République lors du 31 décembre dire que nous avons quitté l'état d'indigence et on est maintenant dans l'état d'émergence. Moi, j'en doute, franchement. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans ce pays, des routes défectueuses, des automobiles, des véhicules vétustes. Donc tout ça, c'est un manquement qui peut exploser à tout moment. Et voilà ce que ça donne. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ensuite, il faudrait qu'on rééduque les populations. C'est un pays où le permis est facile d'obtenir. Quand on donne à quelqu'un qui ne mérite pas le permis de conduire, on lui a dérivé le permis de tuer. Et c'est ce qui se passe constamment sur nos routes. C'est malheureusement un fait. Et il y a aussi, vous l'avez dit à l'entame de notre discussion, ce Conseil des ministres prévu ce lundi. D'autres mesures ont précédé et qui n'ont jamais été exécutées. Aujourd'hui, est-ce que cela servirait à quelque chose d'organiser encore un conseil interministériel, sortir des mesures fortes qui ne seront jamais exécutées, qui ne seront jamais respectées? En tout cas, si on interroge l'histoire récente de ce pays, on se rend compte que des mesures, il y en a eu, des commissions ont été formées, bon, il y a aussi un brouhaha énorme qui est toujours fait pour prendre des décisions, mais malheureusement, une volonté qui ne s'est pas extériorisée aurait été, madame,
C'est comme si elles n'avaient jamais existé. Et la vocation d'un État, c'est de procurer le bonheur à ses mandats. Et pour procurer le bonheur, il faut leur donner les conditions de s'en octroyer, et la sécurité routière en fait partie. Il faudrait en faire en sorte que ce pays-là retrouve la sérénité sur les routes. Voilà, arrêter de s'émouvoir et agir, respecter donc les consignes, la sécurité de la route. C'était donc Mademba Ramatadja dans Confraternellement, pour revenir un peu sur cette tragédie qui a réveillé les Sénégalais ce dimanche. Confraternellement, c'est terminé. Coin écho, c'est dans un instant. L'actualité oblige, Coin Écho également se colle à cette actualité forte de ce dimanche. 90% des accidents de la route sont liés au comportement humain. Entre excès de vitesse, téléphone au volant ou alcool, d'après l'ONG Partner West Africa, et en moyenne, plus de 600 personnes périssent sur les routes chaque année. Ces accidents sont également un fardeau financier selon le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres. Mamadou Dian nous en dit plus. En moyenne, 644 personnes tuées chaque année sur les routes. C'est une révélation de l'ONG Partners West Africa. Le taux de mortalité lié aux accidents de la route reste inquiétant au Sénégal, en dépit des efforts consentis par les autorités. Au-delà du coût humain, ces accidents constituent un fardeau important pour l'économie du pays. À en croire l'ONG, 90% de ces accidents sont liés au comportement humain, excès de vitesse, téléphone au volant, effet des stupéfiants et de l'alcool. À ceci s'ajoute entre autres la vétusté du parc roulant et l'état des routes, une situation peu reluisante qui n'est pas sans incidence sur les finances publiques. Selon le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres, la sécurité routière coûte au moins 163 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Ce fardeau financier est souvent ventilé entre les services d'urgence et de sécurité sociale, prise en charge partielle ou totale dans les hôpitaux publics, ainsi que des heures de travail perdues, disons la productivité, du fait de l'incapacité physique ou d'un décès. C'est donc le sujet de Coin Écho. Le doyen Mamadou Ndiaye et son invité seront dans quelques instants sur ce plateau pour un peu revenir sur ces pertes économiques dues aux différents accidents de la route que nous enregistrons au Sénégal. En attendant, la rubrique environnement qui revient, qui jette un coup d'œil plutôt sur le déficit de toilettes publiques et le manque d'entretien dans certains marchés de la capitale. Une véritable casse-tête pour les occupants de ces lieux par manque de choix. Ils font souvent leurs besoins à l'air libre à cause de l'état de ces toilettes. Le reportage est signé Amidjou Fessidinian. Après des minutes de marche, difficile de voir des lieux d'aisance, comme il convient de les appeler, les toilettes publiques, poussant certains à faire leurs besoins à l'air libre. Parfois, il y a des gens qui laissent les toilettes pour aller uriner sur les murs, car les toilettes sont dans un état déplorable. La mairie devrait les perfectionner, on a vraiment besoin. Au-delà du déficit, le souci des usagers et le manque d'hygiène dû au comportement de certains. La demande est supérieure à l'offre, du coup, c'est difficile d'assurer l'hygiène. Ceux qui doivent y veiller doivent redoubler d'efforts. Pour d'autres, c'est une question d'horaire. Ils estiment que les toilettes ferment tôt leurs portes. Très tôt, à 18h, les gérants ferment les portes des toilettes et pourtant, nous les usagers, nous sommes là jusqu'à 22h. Après Grand Yoff, cap sur Grand Dakar, ici c'est la gestion des toilettes qui pose problème. Ils pointent du doigt l'administration et les services de nettoiement. Ceux qui gèrent les toilettes, c'est seulement l'argent qui les intéresse. Ils ne contrôlent rien. Elles sont tellement insalubres que des fois, les gens n'ont même pas envie d'y aller. Ce samedi est célébrée la journée mondiale des toilettes. La question des lieux d'aisance demeure toujours un casse-tête au Sénégal.
Qui se colle à l'actualité, cette tragédie qui a réveillé le Sénégal ce matin avec la perte de 39 personnes dans un accident survenu sur la route à Nibi précisément. Le président de la République a décrété un deuil national de 3 jours, un conseil interministériel pour des mesures fortes sur la sécurité routière également prévu ce 9 janvier. Et ces accidents, au-delà donc de la tristesse et de la douleur, sont également un fardeau financier selon le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres. Le sujet Coin Éco qui se colle à l'actualité. Le doyen Mamadou Ndiaye est en place pour en parler avec son invité. Bonsoir doyen. Bonsoir Awa. Aujourd'hui on n'a pas les traits de rictus parce que nous sommes frappés de plein fouet justement par une tragédie qui s'est prononcée hier. Donc tout le pays est en émoi, tout le pays est dans la douleur. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu accident et il y a eu mort d'homme. Il y a eu beaucoup de morts sur les routes. Mais il y a eu beaucoup de morts sur l'accident survenu hier aux environs de Kaffrine, précisément vers Nibi. Mais on ne peut pas comprendre cette tragédie parce qu'elle est rageante. On ne peut pas savoir quelles sont les causes réelles de cet accident parce que l'enquête n'est pas encore bouclée. On ne peut pas non plus savoir qui était dans les bus. On ne peut pas non plus savoir quelles étaient les circonstances les plus douloureuses justement de cet accident. Mais on a avec nous un expert. On a avec nous quelqu'un qui s'y connaît, qui pratique cette activité depuis des décennies et des décennies. Il a sillonné le pays en long et en large. Il connaît les coins et les recoins du pays. Il peut nous aider à comprendre ce qui s'est passé hier, mais en même temps, il peut nous aider à comprendre la profondeur du mal de nos routes, la profondeur du mal de nos véhicules, de nos conducteurs, mais en même temps aussi de la tenue du permis de conduire. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndiaye, madame Awa, bonsoir. Ibrahim, comment comprendre ce qui s'est passé hier à Kaffrine, dans la région de Kaffrine, je veux dire? Regardez seulement votre rétroviseur, ce qui s'est passé dans un passé récent et lointain. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Il faut laisser attendre. Quand est-ce que ça devrait arriver? C'était la grande question. Mais pour quelqu'un qui réfléchit, qui analyse un tant soit peu, bon, c'est dommage, c'est une tragédie, mais on n'est pas du tout surpris. Il y a 20 ans, on imputait la plupart des accidents à des responsabilités liées à la défectuosité des routes. Mais les routes, dans une large mesure, ont été refaites. Aujourd'hui, à quoi attribuer les causes des accidents, si tant est que les routes au moins ont notamment été améliorées? Il ne faut pas chercher trop loin, M. Ndiaye. C'est l'homme qui fait les routes, c'est l'homme qui fabrique les véhicules, c'est l'homme qui a mis en place un code qu'il ne respecte pas, un code de la route, c'est l'homme qui sait que transgresse, c'est l'homme qui sait qui fait les infrastructures, c'est l'homme. Qui c'est qui conduit les véhicules? C'est l'homme. Donc c'est l'homme qui est l'unique et seul responsable. Ça dépend maintenant de la responsabilité de l'homme, par compartiment de responsabilité, si je peux m'exprimer. C'est quoi? Est-ce que les routes sont bonnes? Mais une route, elle est bonne, c'est OK. Mais on a vu l'autoroute de Dakar qui est en bon état, mais on enregistre régulièrement des accidents mortels. Alors, à ce sujet justement, je me souviens bien des propos d'un expert justement des questions routières qui disait qu'avec la modernisation justement des infrastructures routières, vous allez voir que les accidents vont s'accroître. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas corrigé la vétusté des véhicules, si bien que quand ceux qui roulaient sur des routes cabossées apprennent maintenant à rouler sur des routes normales, vont davantage peut-être se sentir libérés de certaines contraintes et les accidents vont se multiplier. Mais c'est effectivement ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si les routes ne sont pas bonnes, il y a une chose qui est très simple, qui dépend de l'homme qui conduit son véhicule, c'est de s'adapter. Mais la route n'est pas bonne, je roule doucement. Là, il pleut actuellement à Dakar. Mais est-ce que c'est particulier? Est-ce qu'on peut influencer la pluie? Est-ce qu'on peut arrêter la pluie pour des sécurités routières? Mais c'est de l'insécurité routière. Mais il faut s'adapter. C'est tout. Donc le conducteur s'adapte au contexte. C'est-à-dire que la route et son environnement. C'est ça la vérité. Alors beaucoup à Kaffrine ont pointé justement le doigt sur les pneus pour dire que certains des pneus étaient usés. Mais l'enquête, n'allons pas si vite, l'enquête n'est pas encore bouclée pour nous donner les circonstances et les causes. L'enquête qui sera ouverte ne sera qu'une enquête administrative, point barre.
C'est-à-dire, autrement dit, le conducteur s'appelle M. XYZ, il est né à, il est marié, il a un permis de conduire numéro tel, il est valide pour la conduite de ce véhicule. Le véhicule appartient à M. XY, qui a demeurant à tel, le véhicule est assuré par tel. Il y a tant de personnes qui sont décédées, qui s'appellent XTTT, tant de personnes blessées qui ont été évacuées. C'est terminé. Mais l'enquête, ça c'est l'enquête administrative de la police ou de mais la il n'y a gendarmerie. pas d'enquête technique. C'est là où vous voulez en venir, j'en suis sûr, le journaliste émérite que vous êtes. Je sais que c'est la question que vous allez poser et qui suivra tout de suite. L'enquête technique, mais il n'y en a jamais eu, parce que l'enquête technique est faite par des techniciens. Et que, quoi qu'on dise, ces gendarmes et ces policiers sont des spécialistes du code pénal, du droit pénal. Et ça, c'est une science aussi, la sécurité routière. La technique automobile, c'est une science. Mais est-ce qu'ils sont formés? Je ne le pense pas. Donc, on n'a jamais vu une enquête technique. Parce que l'enquête technique, bien sûr, vous allez poser la question comme d'habitude. Aboutit à quoi? Permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de cet accident. Mais aujourd'hui, personne, je dis bien personne ne peut vous dire exactement les causes techniques des accidents de la circulation, parce qu'il n'y a pas d'analyse ni d'expertise post-accident. Récemment, vous avez vu sur la VDN, dans la semaine, un camion fou qui a foncé sur des passagers qui étaient là. Mais ce camion-là, vous le verrez dans la circulation dans la même semaine. On ne fera pas de contre-expertise, ni de contre-visite technique. On aurait dû l'arrêter, se mettre ce véhicule-là à contrôle technique exceptionnel. Retirer ce véhicule sur le fond de la circulation, ou bien obliger le propriétaire à remédier à toutes les différences techniques. Sinon, on retire sa carte grise à un certain temps et on envoie le véhicule à la casse. Mais si je tire un peu la quintessence de ce que vous dites, on a comme l'impression qu'on est en train de banaliser et l'accident et la mort d'homme sur nos routes. Mais ça, c'est à la limite même encore beaucoup plus frustrant pour peut-être des gens qui ont vu leurs êtres chers disparaître comme ça. C'est l'émotion qui nous guide. Oui, et aussitôt passer l'émotion. C'est malheureux, c'est l'émotion qui nous guide. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous ai dit, regardez votre rétroviseur, vous verrez qu'il n'y a rien de nouveau sur les cieux. De mémoire, donc, on n'a jamais vu un accident d'une gravité pareille au Sénégal. Ce n'est pas possible. On a vu des accidents de train contre voiture, voiture contre... Mais 39 morts sur le tapis et tués direct, des dizaines et des dizaines de personnes blessées graves. Et parmi ces dizaines-là, on a dit 39. Mais c'est moi qui vous dis, dans 2 ou 3 jours, vous considérez qu'il y aura encore 30% de ces blessés graves-là qui vont succomber. Je signale que la plupart des blessés sont admis à l'hôpital de Kaffrine. Espérons peut-être que ils vont se rétablir assez vite. L'hôpital de Kaffrine, vous avez dit. Et c'est un hôpital justement de 3e dimension, mais peut-être que certains vont être évacués compte tenu de la gravité vers d'autres hôpitaux beaucoup plus équipés. Mais restons sur les questions techniques. Si jusqu'à présent, les accidents se suivent et se répètent, mais on a comme l'impression peut-être que on ne met pas un holà sur d'abord la fréquence des accidents, mais sur l'effet routinier justement de ces accidents, au point que les usagers eux-mêmes, ils confient sans doute leur sort peut-être à une main invisible, alors qu'au plan technique, on peut quand même régler en amont beaucoup de questions, ne serait-ce que pour interdire un certain type de véhicule, une certaine vétusté de certains véhicules non plus ne devrait pas être conduite, mais en même temps aussi insister sur la régularité des visites techniques, ne serait-ce que pour qu'au moins les gens s'assurent, parce que économiquement, c'est très pénalisant et c'est très coûteux les accidents qui se surviennent au Sénégal. Absolument. Parce que mais aujourd'hui, vous passez la visite technique de votre véhicule, vous l'amenez ici à Dakar, mais c'est sur banc électronique. Mais la visite sur banc électronique n'existe qu'à Dakar. Dans les régions, tous ces véhicules-là qui font des accidents graves sont généralement immatriculés dans les régions et passent leur visite technique d'une façon, c'est-à-dire de la façon visuelle. Un pneu, comme on vient de le dire, mais un pneu a indice de charge, indice de vitesse, indice de température. Un pneu, même si la dimension est 195, 65, 15 par exemple, comme ça, mais la même dimension de 195, 65, 15, vous pouvez en trouver au moins 5 familles différentes qui ont les mêmes mensurations. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui, on dit que ça c'est un vêtement S, mais un vêtement S en pullover, un vêtement S en veste, ainsi de suite. Mais vous ne portez pas un pullover en été. Et voilà donc, chaque pneu a une destination. Les pneus de pluie, les pneus de neige, les pneus type Sahara, les pneus de piste, les pneus pour montagne, ainsi de suite, et pour bout. MS, on l'écrit sur les... Pourtant, c'est écrit sur dessus. Indice de charge, indice de vitesse.
MS, Mud and Snow. Vous connaissez mieux l'anglais que moi. Donc, ça dit boue et neige. Mais c'est écrit dessus. Mais les gens prennent ces pneus-là qui viennent des pays tempérés. Et on veut les circuler avec quoi au Sénégal? C'est près de 80% des pneus d'occasion exportés vers le Sénégal. Ces pneus-là ne résistent pas à la chaleur. Ces pneus-là s'agrippent sur l'infrastructure. Ces pneus augmentent la consommation. Ces pneus s'usent trop vite. Aucun intérêt de les acheter. Ibrahima, si on s'appesantit également sur la question en amont des permis de conduire, peut-on aujourd'hui, puisque c'est de mode, passer justement du permis classique à un permis à points comme il est de plus en plus préconisé? Je vous vois sourire, mais voilà. Est-ce qu'on peut passer à un permis à points, ne serait-ce que peut-être pour quand même mieux corseter l'acquisition du permis de conduire, qui devrait rester quand même voilà, le bout de l'effort? Je suis d'accord. Le permis pour l'obtention, corser ça, je dis que c'est relatif. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Celui qui n'a pas de permis, il ne fait pas d'accident, généralement. Qui ne conduit pas. Oui. Qui fait l'accident, c'est le conducteur. Mais c'est sur le conducteur qui détient le permis qu'il faut mettre la pression. Et non dans les conditions d'obtention du permis de conduire. Ça, c'est mon avis personnel. Pas que vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, vous pouvez avoir le permis de conduire en un jour. Mais si le même jour, vous comportez autrement que préconisé, mais on vous le retire et vous pouvez finir une bonne partie de votre vie en prison. On sanctionne. Donc pour moi, ce n'est pas ça. On nous parle du permis à points. Mais le permis à points n'est pas une décision de la communauté européenne. Chaque pays européen a son propre système de permis à points. Alors, il y a un autre expert que vous connaissez sûrement bien, un expert des véhicules et de la route, des permis de conduire, M. Daffé, qui directeur d'auto-école, président de l'amicale des auto... Voilà, qui lui, il pense en son âme et en son fort intérêt, il pense qu'aujourd'hui, le code de la route doit être adapté aux langues nationales. Parce qu'il a comme l'impression peut-être qu'une bonne partie des conducteurs ne savent ni lire ni écrire, encore moins lire les tableaux de signalisation justement sur les routes. Si on les transforme peut-être dans le langage accessible effectivement à ces conducteurs, est-ce que ça réduirait un peu peut-être le manque de vigilance ou le défaut d'application, disons, des consignes, ou sans doute peut-être être en adéquation avec son environnement grâce à sa langue maternelle? S'il s'agit du code de la route, aspect signalisation verticale, horizontale, on n'a pas besoin d'être lettré, ça je persiste, je dis. Parce qu'il s'agit de formes géométriques. Oui, et universellement peut-être admis. Circulaire, triangulaire, carré ou rectangulaire. Un code de couleur rouge, blanc, noir ou bleu et un symbole dedans. Mais même celui qui est illettré, il comprend que ce panneau triangulaire avec un enfant avec son sac d'eau, mais c'est dire tout ce qui est triangulaire est danger. Tout ce qui est triangulaire signifie danger. Mais c'est une figure géographique qui n'est pas comprise par tout le monde comme étant géométrique, autant pour moi, oui, géométrique, c'est ce que je voulais dire. Mais une figure géométrique, voilà, on dit voilà un cercle, voilà un triangle, voilà un rectangle. Pour un non-initié comme moi. Nous savons tous que un triangle, c'est exactement la forme d'une case. D'accord. D'une case iconique, quoi, oui. Bien sûr. D'accord. Alors, un carré, tout le monde sait qu'on connaît exactement la forme du carreau. Un rond, c'est comme le puits. Maintenant, un rond bleu, c'est une obligation. Un rond rouge, c'est une interdiction. Et l'interdiction ou l'obligation commence à lieu d'implantation du panneau. Le danger, il est en amont. En amont de la survenue de l'accident. Placé à l'avant de l'obstacle. Oui. Tout ce qui est carré ou rectangulaire, c'est indication. Ici, c'est e-radio. Ici, c'est la préfecture. Ici, c'est l'infirmerie. Ici, c'est la préfecture. Ici, c'est Tivaouane. Ici, c'est Dakar ou Thiès. Indication. Tout ce qui est carré ou rectangulaire. Tout ce qui est flèche, c'est direction. Oui. Puisque vous avez dit au début de votre propos qu'il faut centrer tout sur l'homme. Mais c'est justement cet homme-là qui pose problème aujourd'hui. Puisque on se dit, ils ont des permis de conduire, ils ont des véhicules, mais malgré tout, les accidents s'enchaînent. Oui. Qu'est-ce qu'il faut maintenant, ne serait-ce que pour peut-être au moins endiguer, disons, ce mal-être, endiguer cette hécatombe de véhicules qui tombent tout le temps en panne sur les routes, qui ne sont pas signalisés, ou qui ne sont pas signalés non plus, et en même temps aussi, peut-être, qui entraînent des morts d'hommes.
à longueur d'année, à longueur de mois. 600, 700 personnes meurent chaque année. C'est l'hécatombe, ça. C'est plus que ça. Oui. C'est plus qu'il y a plus de 1000 tués sur les routes. Moi, j'ai des statistiques du ministère de la Justice de 2018, lors d'un séminaire à Louga, qui dit qu'il y a 2166 tués en 2018 sur les routes. 2000, je dis bien. Que vaut le bulletin des sapeurs-pompiers, le BRQ Exactement. Oui. Merci, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans ce pays. Le BRQ, c'est un bulletin de renseignement quotidien, tous les jours. Aujourd'hui, le chef d'état-major des pompiers, vous lui demandez à l'instant T, quelle est la situation, il vous dira que les unités ont effectué tant de sorties, tant de personnes de corps sans vie, tant de blessés graves évacués de telle ou telle manière. D'accord. Résultat des accidents. Mais c'est les seules statistiques fiables au Sénégal. D'accord. Parce que les sapeurs qui secourent les blessés, l'amènent en vie à l'hôpital, pour eux, c'est terminé et c'est en vie. Mais si la personne décède dans la minute qui suit, ils ne prennent pas ça en compte. Alors que c'est la cause de l'accident qui est urgent. Voilà. Les statistiques des hôpitaux. Eh bien, nous invitons nos compatriotes et tous ceux qui vivent au Sénégal à rouler prudemment sur les routes. C'est ça. Merci beaucoup, doyen Mamadou Ndiaye et Père Ibrahima Ndongo, pour cette analyse approfondie un peu de ces différentes de ces tragédies et la série noire de ces accidents. Donc, nous prions pour le repos de l'âme de toutes ces victimes de cet accident qui est survenu hier entre Kaffrine et Nibi. Donc, exactement 39 morts selon le bilan officiel. On se retrouve donc juste après le bulletin de 19h45 pour la suite de la Totale Dimanche. À tout à l'heure. On se retrouve donc pour la deuxième partie de votre magazine d'information, la Totale Dimanche. Tranche de vie revient sur les deux députés Massata Samb et Mamadou Niang sous le coup d'une condamnation de 6 mois de prison et qui sont des députés de la coalition Yewwi Askan Wi. Ces deux parlementaires, tous militants du Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR, présentent certes la même formation politique et idéologique, mais ont des parcours différents. Les précisions dans ce portrait croisé signé à l'UNSO. Peu connus du grand public, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi, Mamadou Niang et Massata Samb, sont sous les feux des projecteurs depuis l'agression de Amy Ndiaye Gniby à l'Assemblée nationale. Dans cette affaire, ces deux parlementaires sont jugés et condamnés à 6 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires. Leurs collègues parlent d'otages politiques. C'est des députés de Yewwi. Ils portent nos couleurs, ils partagent nos convictions et ils se sont battus dans ce sens-là. Mamadou ak Massata, c'est des otages. Duñu ay victimes c'est des otages. Tous membres du Parti de l'Unité et du Rassemblement, cependant, ces deux députés ont des parcours différents. Massata Samb est né et a grandi à Tivaouane. Il a passé toute son enfance et son cursus scolaire dans la ville sainte. Prothésiste dentaire de profession, il est militant actif du parti de Serigne Moustapha Sy, dans lequel il occupe le poste de président de la commission logistique communale de Tivaouane. Lors des élections législatives, Massata est investi sous la bannière de Yewwi du département de Tivaouane. Mamadou Niang, quant à lui, né à la Médina, a grandi à Mbour où il obtient son baccalauréat au lycée Demba Diop avant de revenir à Dakar à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop. Après avoir passé 2 ans à la faculté de droit, Mamadou est entré à l'école des auxiliaires de la douane où il obtient son diplôme de déclarant en douane. Malgré sa profession, Mamadou s'investit dans l'éducation avec l'ouverture de son école franco-arabe à Gandigal.
Membre du Daïra Moustarchidine ou Moustarchidat depuis 1998 et fervent militant du PUR, il est responsable de la commission politique de la commune de Sindia. Élu conseiller départemental à Hambourg en 2022, Mamadou est élu député de la 14e législature sous la bannière de l'intercoalition Yewi Wallou. Massata Samb et Mamadou Niang, deux parlementaires d'une même formation politique et de la même appartenance confrérique, ont certes des parcours différents, mais un destin commun à certains égards. L'actualité ces dernières semaines, c'est aussi les bonnes résolutions du Nouvel An. On en parle, qui dit Nouvel An dit bonne résolution, une vieille tradition de plusieurs siècles selon les chercheurs qui consiste à se fixer de nouveaux objectifs pour la nouvelle année. Comment s'y prendre? Comment prendre de bonnes résolutions? Cette tradition est-elle toujours respectée sous nos cieux? Élément de réponse dans ce dossier signé Amadou Bari. J'espère m'épanouir dans mon milieu de prédilection. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire des résolutions, sinon que je prie pour la jeunesse en particulier. Comme il est de coutume à l'occasion de chaque nouvel an, à côté des vœux, il y a ce qu'on appelle les bonnes résolutions ou engagements, tel un cap sur les objectifs à atteindre pour les 12 mois à venir. Ouri Cissé, journaliste franco-sénégalaise basée en France, en vacances à Dakar, la consoeur prie d'abord pour un Sénégal plus apaisé durant cette année charnière. Pour cette année, je souhaite que le pays soit stable parce que je suis féru de politique. Donc avec un an des élections, ça va être compliqué que le pays soit stable, mais c'est un de mes souhaits. Fonctionnaire à la retraite, M. Badio souhaite également moins de tensions pendant cette année préélectorale qui s'annonce particulièrement tendue. Je souhaiterais en particulier une bonne pré-campagne parce qu'il faut l'avouer, nous sommes à la veille des élections présidentielles. Le pays commence à bouger de tous les côtés, l'opposition comme le pouvoir, et j'ai un peu d'inquiétude. Au plan personnel, ces Sénégalais prient et espèrent une année de bonheur dans tous les domaines. J'espère m'épanouir dans mon milieu de prédilection, qui est le journalisme, et aussi me fixer d'autres objectifs personnels, par exemple. Parce que nous sommes inquiets pour nos enfants, en particulier. Nos enfants ont des diplômes, ils ont un problème de recasement. Faisant une analyse sociologique de bonnes résolutions, Dr Sanokho Abdoukhadr estime que c'est dans la nature humaine de vouloir parfaire les choses et de changer de cap à chaque fin de cycle. Il est toujours bien aussi de pouvoir repositionner le personnel afin de maintenir le système dans une situation de cohérence et dans une situation d'équilibre. Donc c'est pour cette considération qu'aujourd'hui, presque dans toutes les entreprises, c'est devenu même une tradition, un principe irréfragable de partir sur la base d'engagements solides pour pouvoir aussi espérer avoir les résultats escomptés par l'entreprise. Selon lui, il faut se fixer des objectifs dans la vie, certes, mais tâcher de les réaliser, c'est encore mieux. S'il s'agit simplement de faire le toilettage, de partir sur de nouvelles bases, de s'engager sur de nouveaux défis, de promettre aussi de nouveaux efforts, alors que dans les faits, ça reste des rédits, des vœux pieux. Dans plusieurs structures, chaque année, les gens disent que oui, les choses vont changer, et que dans les faits, on se rend compte que rien n'a bougé. Le nouvel an continue de symboliser un nouveau seuil, une occasion de prendre un nouveau départ pour de nouvelles aventures. Bouillon Culture qui s'intéresse donc à l'actualité du 25 décembre dernier. Le chef de l'État Macky Sall recevait au Palais de la République plusieurs générations de rappeurs. Une audience avec des acteurs de culture qui a fait couler beaucoup d'encre de par les positions divergentes dans le mouvement hip-hop. Suivons donc celle de Nid Doff dans ce reportage signé Aïssa Toukan. Une récupération, c'est à cela que se réduit l'audience au palais des 25 acteurs du mouvement hip-hop face au président de la République. C'est du moins l'avis de Nid Doff qui n'y aurait pas été invité.
Pour l'artiste rappeur, cette représentativité du hip-hop est un leurre. Moi, je pense que le président n'a pas reçu le mouvement hip-hop, mais a plutôt reçu un promoteur privé qui s'est fait passer pour le représentant du hip-hop avec certains de nos collègues, et que nous pensons que c'était juste une récupération. Le président voulait juste une image, s'afficher avec le hip-hop, vu que son régime a interdit le show of the year le samedi d'avant et que ça a créé beaucoup de polémiques. Et pour se refaire une image, il a profité de cette occasion-là pour en tout cas montrer aux yeux du monde que je suis en phase avec la jeunesse, avec le hip-hop. À travers l'initiative Taro Rap Galsen, toutes les générations étaient présentes. Une audience autrement aurait préféré l'artiste rappeur. Le hip-hop, c'est tout un mouvement. Il y a les Thiessois, les Logatois, il y a tout. Le président sait très bien s'il veut recevoir le hip-hop, sur quel canal passer et comment le faire. Ça, c'est, je pense, pour diviser le hip-hop, il faut une audience officielle, faite dans les règles de l'art, qui reçoit tous les membres du mouvement, en tout cas ceux qui ont été désignés pour nous représenter. Au menu des discussions, des doléances, des solutions, mais aussi des promesses du chef de l'État afin de développer le secteur. Hélas, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ouspet Mortal Gueye. Pour nous parler de projets, je vous rajoute ceci, cela, le hip-hop est beaucoup plus grand que ça. Nous ne sommes pas dans un contexte de quémander, de tendre la main. Nous sommes dans un contexte d'exiger à notre président d'annoncer sa non-candidature et autres. Donc c'est ce qu'on attend des hip-hopers, mais pas sur ce contexte, sur ces moments de doute et d'incertitude, aller tendre la main pour dire rajoutez-nous. Je pense que c'est nous manquer de respect, c'est nous réduire à des mendiants qui veulent juste améliorer leur situation plutôt que les députés du peuple que l'on nous attribue. D'ailleurs, les priorités sont ailleurs, poursuit-il. Je pense que le président doit avoir d'autres priorités que ça. Et que même nous, en mouvement hip-hop, on a d'autres priorités. Pour le moment, c'est le peuple. Si on est quand même observateur de ce qui se passe, on m'aurait appelé, j'aurais refusé. La musique la plus contestataire du Sénégal a été reçue le 25 décembre par le président de la République. Contactés, la plupart de ceux qui y étaient n'ont pas ressenti le besoin de commenter les commentaires consécutifs à la rencontre. Interview réalisée par Aïssatou Kane en place dans ce studio pour approfondir un peu sur ce sujet. Cette audience a polémique, donc le clash en l'air se poursuit. Mais au-delà de ce clash, Aïssatou Kane, bonsoir d'abord. Bonsoir Awa. Alors, cette rencontre avec le chef de l'État a-t-elle été réellement productive? Bon, permets-moi d'abord, avant d'entamer mes propos, commencer par peut-être présenter nos sincères condoléances attristées aux défunts, aux familles éplorées et aussi souhaiter un propre rétablissement aux blessés à la suite de l'accident qui a eu lieu sur la route de Kaffrine. Pour répondre à ta question, effectivement, le président de la République a reçu des artistes rappeurs à travers l'initiative Taro Rap Galsen. Ils étaient 25 artistes qui échangeaient avec le président de la République, essayaient de soumettre leurs doléances et essayaient en plus de cela aussi montrer leur avis et proposer des solutions dans le secteur qui est le mouvement hip-hop. Mais aussi le président de la République en a profité pour prendre certaines mesures, notamment faire en sorte qu'il y ait un changement, transformer le fonds de développement des cultures urbaines en fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Mais aussi, il a fait en sorte que le budget de fonds qui était à 600 000 francs est passé en 1 milliard de francs CFA, mais aussi il y a une nouvelle télévision qu'il voudrait mettre en place, la télévision des cultures urbaines, qui est Hip Hop TV. Donc je pense qu'à la sortie de cette rencontre, ceux qui étaient présents en tout cas devraient être ravis. Voilà, mais malgré tout, Aïssatou, certains considèrent toujours cette audience comme en leurre. Ouais. Parce que, en fait, comme je l'ai dit tantôt,
dans le reportage, il y avait 25 artistes qui étaient là-bas de toutes les générations, mais parmi ces artistes qui étaient là-bas, on n'a pas vu comme par exemple Nip Doff que j'ai pris dans le reportage, mais aussi Awadi et tant d'autres artistes. Et certains ont nourri une polémique autour de cette rencontre, disant que certains pensent que cette polémique n'a pas raison d'être parce qu'il est très normal que des artistes rappeurs rencontrent le chef de l'État, le président de la République. Et il n'y a pas de raison à reparler de cela ou bien de dire que ce n'est pas normal. Alors que pour d'autres, comme Nidoff, qui pensent que lui, vraiment, c'est un leurre, comme tu l'as dit, et que ce n'est pas une priorité pour le chef de l'État. Et c'est une forme de récupération, selon lui, parce qu'il est dans la foulée d'un hip-hop comme phase de récupération politique. Et lui, il pense que cela, ce n'est pas normal et que ceux qui étaient là-bas sont dans une conception de vendre leur notoriété et ceux qui vendent leur notoriété après perdent leur notoriété à la suite. Donc, selon lui, ce n'était pas normal et je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas voulu échanger avec nous sur ça, mais qui avaient cette même idée, pensée que Nidoff aussi. Merci beaucoup Aïssatou Kane pour tous ces éclairages Bouillon Culture. C'est ce qui met un terme à ce magazine d'information La Totale Dimanche. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que l'on s'incline tous à la mémoire des victimes de l'accident de Nibi. 39 morts selon un bilan officiel. Paix et repos éternel à leur âme. Et bonne suite des programmes sur ITV. Je rappelle qu'une édition spéciale est également prévue à 20h45 toujours concernant cette actualité. Merci.